Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler toujours sur la virologie concernant la prévention et la protection. Nous allons voir la notion d'épidémie et nous aborderons l'exemple du Covid-19. Nous avions évoqué dès le premier cours de virologie la problématique de clé de serrure, c'est-à-dire de correspondance entre les protéines du virus et les protéines de la cellule à infecter pour que l'infection ait lieu. On se retrouve donc avec trois catégories d'individus, des individus sains qui sont non porteurs, qui n'ont pas été contaminés, des individus contaminés asymptomatiques et des individus contaminés. Bien sûr, il y aura une réaction immunitaire qui donnera lieu notamment à la libération d'anticorps. Quels sont les éléments de preuve que l'on a pour savoir si un individu a été infecté ou pas? Donc on a deux éléments de preuve. On a d'abord la présence de symptômes et puis on a des tests que l'on peut réaliser. Alors, deux types d'individus sont au final porteurs du virus, les individus symptomatiques et les individus asymptomatiques. Donc chez les deux, on peut retrouver des virus et puis on peut aussi tout à fait rechercher les anticorps. Mais je vous rappelle qu'ici, pour les anticorps, il y a un temps entre le moment du début de l'infection et la production des anticorps. Chez une personne qui n'a pas le virus mais qui a eu le virus, on peut tout à fait trouver des anticorps qui sont, selon les anticorps, plus ou moins protecteurs. Donc, pour relever la présence du virus, on va utiliser des tests qu'on appelle des tests PCR. Et pour relever la présence des anticorps, on va faire une prise de sang et au niveau du plasma, on va rechercher dans le sérum donc les anticorps. Ce qui va montrer qu'en fait la personne a été infectée et a réagi et a maintenant des anticorps qui peuvent être protecteurs. On se souvient qu'un virus va rentrer dans l'organisme souvent par muqueuse, mais qu'on peut le retrouver aussi ailleurs dans l'organisme. Alors, quelle est la valeur du résultat d'une PCR? Je vous rappelle qu'une PCR, on s'interroge sur y a-t-il le virus dans l'organisme? On va faire un prélèvement, par exemple pour le coronavirus, un prélèvement au niveau des muqueuses du nez et de la gorge. Et puis on peut obtenir des PCR positifs qui vont nous dire ah ben il y a le virus ou alors il y a des fragments du virus. Et on a aussi des PCR négatives, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le virus dans l'organisme, puisque ce virus, on a dit, peut tout à fait avoir migré ailleurs que dans cette partie de muqueuse qui a été analysée. Alors, on va parler maintenant des gestes barrières. Trois mots-clés, connaître, évaluer et agir. Pour ce qui est de connaître, il est essentiel de connaître la chaîne de transmission du virus pour pouvoir bien évaluer et bien agir. On va notamment s'intéresser aux voies d'entrée. Par exemple, pour ce qui est du virus du sida, vu qu'il n'y a pas de transmission dans l'air, eh bien, on n'aura pas les mêmes gestes barrières que pour le coronavirus. Donc on va évaluer le risque en fonction de la chaîne de transmission et des voies d'entrée. Et ensuite on va agir et on va utiliser des comportements qu'on appellera des comportements barrières. Ces comportements barrières vont avoir pour objectif, comme je l'ai dit, de rompre la chaîne de transmission. Et donc une fois qu'on a rompu la chaîne de transmission, eh bien la maladie va avoir des difficultés à se propager. Toute l'idée est bien sûr de limiter les transmissions potentielles directes et indirectes entre un individu symptomatique et un individu sain. Si on n'utilise pas bien ces gestes barrières, vous connaissez la suite. On se retrouve avec un deuxième individu infecté. Une des grandes difficultés pour certains virus, c'est qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. Par exemple, en ce 14 mai, on peut estimer, avec les connaissances actuelles, qu'une personne, avant de développer les symptômes, peut transmettre la maladie 10 jours avant de développer les symptômes. Et donc, ça veut dire que une personne asymptomatique peut tout à fait contaminer une personne qui ne l'était pas. Alors les gestes barrières doivent concerner
pas uniquement les individus, mais tous les supports potentiellement infectés, c'est-à-dire supports vivants ou non vivants. Bien sûr, du coup, ça va dépendre du type de virus. Par exemple, le virus du sida ne se transmet pas par l'air, il a une faible stabilité dans l'air, donc en fait, on ne va pas prendre les mêmes mesures de précaution que pour d'autres virus qui se transmettent par l'air, par exemple pour le coronavirus. Je vous rappelle que les virus, on peut les trouver au niveau des objets, des aliments, ils peuvent se transmettre par l'eau, l'air et les sols. Donc, on peut le trouver aussi au niveau d'un individu contaminé, mais aussi de vecteurs animaux, hein. Vous avez des animaux qui peuvent tout à fait être vecteurs de maladies. Donc, toute l'idée des gestes barrières, c'est de protéger cet individu qui n'est pas contaminé en connaissant justement quelles sont les sources potentielles de contamination pour tel virus. Bilan, il faut connaître le cycle du virus pour bien le combattre. Mieux on le connaît, mieux on le combat. Et puis ensuite, il faut former et informer l'ensemble de la population. Donc l'idée ensuite, c'est que chacun euh, puisse utiliser deux stratégies pour combattre ce virus. Chacun peut se protéger en utilisant des gestes barrières et chacun peut détruire le virus tout simplement par des mesures d'hygiène. Donc on va utiliser des protections collectives et individuelles euh, dont on a déjà parlé en HSE régulièrement, hein. Et puis la notion aussi de maîtrise THO, technique humaine et organisationnelle, on la retrouve ici. Ici, je vous ai repris un tableau d'un cours de virologie de l'université de Jussieu dans lequel on montre en fait la différence de stabilité dans l'environnement des virus à enveloppe par rapport aux virus sans enveloppe, hein. Vous pourrez regarder ce tableau en détail et vous verrez que dans la majorité des cas, les virus à enveloppe sont plus sensibles aux variables de l'environnement. Passons maintenant à la notion d'épidémie. Et donc, on va faire des petits ronds. Voici un petit rond, c'est un individu qui est contaminé, donc c'est le porteur de virus. Ce porteur de virus va être en lien avec des personnes non contaminées et va pouvoir tout à fait engendrer la contamination. En bleu, on a une personne qui est asymptomatique, en rouge, on a une personne qui est devenue symptomatique, et en vert, une personne qui n'a pas été contaminée. Maintenant, on va considérer donc ce foyer infectieux, donc, que l'on appelle aussi cluster, ça fait un petit peu plus riche, et on va considérer maintenant l'évolution de la maladie dans cette population. Donc il va y avoir dissémination de cette maladie, et donc il va falloir considérer les déplacements de chacun pour comprendre comment va évoluer cette maladie. Donc si on prend la personne asymptomatique qui potentiellement peut tout à fait transmettre le virus ou la personne symptomatique, on voit ici que cette personne potentiellement transmet le virus aux gens qui sont ici, et puis cette personne aura transmis le virus potentiellement aux gens qui sont là. Si celle-ci devient contaminée de la même manière, on va pouvoir considérer ses déplacements et regarder un petit peu quelle est la probabilité de dissémination par rapport à cet individu. Donc celui-ci pourrait tout à fait devenir contaminé. Et puis ensuite, on va regarder de la même manière ses déplacements et on va regarder à nouveau la contamination d'autres personnes liées au foyer infectieux initial qui était ici. Donc je viens de vous montrer un petit peu la progression d'une épidémie. Et malheureusement, ça peut donner des pandémies comme celles que nous connaissons actuellement. Faites très attention aux chiffres, informez-vous bien, prenez les bonnes sources. Je vous conseille de lire cet article du Monde où vous avez la référence qui se trouve ici en haut, qui vous parle justement de toute cette problématique de chiffrage. Vous trouverez par exemple dans cet article que le Covid-19 est la troisième maladie infectieuse la plus mortelle actuellement sur notre planète. Je vous laisse lire ce petit extrait. Tout cela vous permet en fait de comprendre que vous avez régulièrement des fake news qui apparaissent, que ce soit sur le coronavirus ou sur le réchauffement climatique. Par exemple, ici, vous avez peut-être reçu ce genre de présentation où on minimise le niveau de risque du coronavirus. Alors, si vous êtes bien informé, vous ne pourrez pas tomber dans ces travers. Attention aux fake news, vous avez une
euh, formation à base scientifique, donc ne tombez pas dans les aberrations comme mon frère sait nager, un poisson sait nager, donc mon frère est un poisson. Sur le monde, vous avez ici la représentation prise au 14 mai 2020 sur le nombre de cas de malades, de guéris et de morts par cette pandémie. Remis à jour tous les jours, n'hésitez pas à aller regarder cette source. Comment est-ce qu'on fait le suivi d'une épidémie? Eh bien, on le fait avec un élément qu'on appelle le R0, qui est le taux de reproduction de masse, c'est-à-dire la rapidité de contagion. Donc on se pose une question, combien de personnes en moyenne un seul individu infecté risque-t-il de contaminer autour de lui? Et pour cela, en fait, on va prendre trois grands paramètres. On va prendre la transmissibilité, on va prendre le contact social et on va prendre la durée de la période de contagion. Je vous laisse lire ici les définitions de chacun. Encore un petit peu de lecture pour vous pour comprendre la signification de ce R0. Moi, je retiens que ce R0, c'est un élément qui permet d'appréhender le risque, que s'il est inférieur à 1, on a une diminution des cas, et que s'il est supérieur à 1, alors on a une augmentation des cas. Plus R0 sera grand, plus on aura une augmentation rapide. Pour le Covid, par exemple, un R0 de 2,5 a priori entraîne donc quasiment une augmentation exponentielle. Alors comment on fait pour baisser le R0? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc faites pause. A priori, vous avez trouvé ces quatre éléments-là. Baisse des contacts, donc ça, vous êtes parfaitement au courant avec toutes les problématiques de confinement et déconfinement. Les problématiques d'hygiène, pensez au lavage des mains par exemple. L'immunité collective, alors là, on en est loin, puisqu'il faut atteindre 70-80% de la population immunisée pour avoir cette notion d'immunité collective. Et puis les vaccins, bon bah là c'est pareil, hein. Quand est-ce qu'il y aura un vaccin? On ne sait pas trop. Des laboratoires sérieux parlent de pourquoi pas début janvier ou alors d'ici un an ou un an et demi. Et encore, on n'en sait rien, on verra bien. En tout cas, il n'y en aura pas dans les semaines qui viennent. Donc on ne peut pas compter sur l'immunité collective ni sur les vaccins. Donc ici, dans notre cas, pour baisser R0, ben, il faut la baisse de contact et des mesures d'hygiène. Vous avez peut-être aussi entendu parler du modèle CIR qui est utilisé en épidémiologie. Donc dans ce modèle, en fait, on va référencer trois groupes d'individus. Les individus sains, donc qui ne sont pas au contact, qui n'ont pas été au contact avec le virus. Des individus porteurs du virus, donc des individus asymptomatiques et symptomatiques. Et puis des individus qui sont soit morts, soit guéris, et qui du coup sont considérés comme immunisés. Donc on va pouvoir suivre et prévoir les stades d'une épidémie. Donc il y a quatre stades. Moi je vais prendre le plan national de prévention de la lutte pandémie grippale, c'est très bien expliqué dans ce document-là, et vous y trouvez ce graphique-là. Donc la première phase en fait c'est de freiner l'introduction du virus sur le territoire, et vous pourrez regarder c'est ce qui a été fait en fait. La deuxième phase c'est d'essayer de freiner la propagation du virus sur le territoire, notamment en bloquant tous les clusters pour éviter la propagation à partir de ces foyers d'infection. Et puis troisième phase, ben, atténuer les effets de la vague épidémique. Donc ici on a eu notre problématique de confinement de manière à ne pas avoir des services de secours et de santé qui soient engorgés. Et puis, au niveau 4, revenir à la situation antérieure en faisant bien attention à ne pas retrouver une seconde vague. Enfin, je voudrais réinsister sur un point, c'est que les virus évoluent et qu'ils ont en plus des stratégies d'évitement. Donc on n'oublie pas qu'un virus tout au long de la chaîne de contamination peut subir des mutations qui lui seront favorables ou défavorables. Donc il y a des mutations potentielles de virus. Et puis, vous lirez ce document-là, au niveau duquel vous verrez qu'en fait, vous avez des virus qui sont capables de se camoufler par rapport au système immunitaire ou aux médicaments, voire de saboter le système immunitaire. Bilan, plus on connaît le virus, mieux on le combat. Plus on forme, plus on informe, mieux on le combat.
Les vagues épidémiques, vous les connaissez malheureusement maintenant, se suivent avec notamment le R0. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée. À très bientôt.